Et on va continuer d'en parler. On va décrypter cette décision de Vladimir Poutine ce soir avec Jean-Michel Vernochet, journaliste politique et écrivain, auteur de chroniques ukrainiennes aux éditions du Alpha. Avec nous également Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie, et François Poulet-Matisse, spécialiste des institutions européennes. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour décrypter cette décision de Vladimir Poutine. Pierre Laurin, je me tourne vers vous. Vladimir Poutine reconnaît donc ce soir les républiques autoproclamées de la région du Donbass. Important de préciser, on parle de reconnaissance, on ne parle pas de rattachement. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'effectivement, il n'y a pas de rattachement, du moins pour le moment. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'à partir de maintenant, la Russie va signer avec ces deux républiques des accords d'amitié et de coopération qui auront vraisemblablement une partie consacrée à la défense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Russie reconnaît ces républiques, qu'elle signe un accord de défense avec elles, si l'Ukraine attaque les républiques de Donetsk et de Lugansk, cela signifie qu'elle s'attaquera également à la Russie directement. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. On pouvait, enfin, les Ukrainiens ne se gênaient pas beaucoup pour bombarder les zones de Donetsk en particulier, qui est une très grande ville, et en faisant des morts dont on ne parle pas. En revanche, la Russie n'avait aucun moyen de mettre fin à ces attaques. À partir du moment où un accord de défense est signé, la Russie peut intervenir. Et c'est ça qui s'est passé, toute proportion gardée, en Géorgie, lorsque la Russie a reconnu l'indépendance des républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Les attaques géorgiennes ont automatiquement cessé parce qu'effectivement, là, il ne s'agissait pas d'attaquer deux petites républiques, il s'agissait effectivement de s'en prendre à la Russie. Jean-Michel Vernochet, une demande, cette reconnaissance, c'était une demande de la Douma d'État aujourd'hui, mais aussi des présidents des républiques de Donetsk et de Lugansk. La demande, elle avait déjà été faite, c'était le 15 février dernier. Vladimir Poutine prenait à ce moment-là la mise en œuvre des accords de Minsk pour régler cette crise. Mais qu'est-ce qui a changé depuis les accords de Minsk ? Pourquoi sont-ils morts aujourd'hui finalement ? Écoutez, les accords de Minsk n'ont pas été validés, mis en œuvre par l'Ukraine. Donc, nous sommes arrivés non pas à un point de non-retour, mais nous venons de franchir une étape. Nous sommes montés d'un cran dans l'escalade. On a au fond les adversaires de la Russie, de la Fédération de Russie, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisqu'ils ont poussé M. Poutine à prendre cette décision. Lui-même était l'objet de demandes pressantes de la part d'un certain nombre de membres de la Douma d'État. Et à la fin des fins, M. Poutine, qui a freiné, a bien fallu se rendre compte qu'il c'était un passage obligé. Et d'ailleurs, je m'arrête ici, mais on pourrait égrener la liste des erreurs commises par Kiev depuis le départ. On sait bien que le Donbass ne demandait que le respect de son identité linguistique, et les choses se sont dégradées face au côté intraitable des Ukrainiens eux-mêmes. Alors l'UE, en tout cas, elle qui se dit prête à réagir, des sanctions sont sur la table, a déclaré Josep Borrell. Regardez, on réagit ensuite. Nous appelons le président Poutine à respecter le droit international et l'accord de Minsk et attendons de lui qu'il ne reconnaisse pas l'indépendance des oblasts de Lugansk et de Donetsk. Et nous sommes prêts à réagir avec un front uni fort au cas où il déciderait de le faire. François Poulet-Matisse, à quel type de réaction doit-on s'attendre ce soir de la part de l'Union européenne ? Aujourd'hui, on peut considérer que Vladimir Poutine a franchi un pas décisif, parce qu'il s'est mis, d'une certaine manière, il faut dire les choses telles qu'elles sont, en violation du droit international, puisqu'il reconnaît finalement des parties d'un autre État. Donc ça, c'est une violation du droit international. Au-delà de ça,
il y a une véritable problématique, c'est que j'ai écouté attentivement Vladimir Poutine à l'instant. Ce qu'il semble dire, c'est que l'Ukraine, c'est la Russie. C'est la Russie éternelle, c'est la Russie historique, la Russie anciennement soviétique. Et donc, quelque part, c'est la partie de la Russie qui a été volée par des séparatistes, par des gens qui, sous influence occidentale, finalement se sont laissés aller à fomenter une réaction nationaliste qui, finalement, est à l'origine de tout cela. Et puis, il y a aussi, effectivement, ça c'est une réalité, la réalité de l'OTAN. Lorsque toutes les républiques issues de l'ancien bloc soviétique se sont détachées, lorsque tous ces pays de l'Est ont pris leur indépendance, qui n'étaient plus satellites, ils avaient besoin effectivement à ce moment-là d'une protection. Cette protection, ils l'ont trouvée avec l'OTAN. Donc effectivement, les promesses qui, je le rappelle, n'étaient que orales du secrétaire d'État James Baker de promettre que l'Alliance n'irait pas au-delà de l'Allemagne, eh bien effectivement tout ça était nécessaire pour le sentiment qu'avaient ces pays de leur sécurité. Est-ce qu'il faut en déduire effectivement que là on va vers une confrontation ? Oui, dans la mesure où effectivement un pas a été franchi, oui, où il y a violation du droit international, mais non dans la mesure où la diplomatie est toujours possible. Tant que les troupes soviétiques qui sont, je le rappelle, massées tout autour de l'Ukraine, elles entourent l'Ukraine complètement. Qu'on ne dise pas que ça ne crée pas un sentiment finalement d'insécurité pour les Ukrainiens eux-mêmes. Eh bien, si ces troupes soviétiques devaient rentrer sur le territoire actuel de l'Ukraine, tel qu'il est reconnu par le droit international, eh bien là, on franchirait un pas de plus, et là, on risquerait une véritable confrontation beaucoup plus grave. Et donc, je crois que ce que ne comprend peut-être pas Vladimir Poutine, c'est que les Européens, ni les Occidentaux d'ailleurs, n'ont pas envie de faire la guerre. Ils ne sont pas contre la Russie. Ils en ont marre de la guerre. La guerre, ça suffit. Ils l'ont vécu à une certaine époque. Ils ne veulent plus cette guerre. Donc, ils veulent effectivement un arrangement. Ils veulent discuter. Alors, comment discuter ? Eh bien, tout simplement en disant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas d'actualité. Elle ne peut pas être d'actualité puisqu'on ne peut pas intégrer un pays qui est en guerre actuellement. Donc, ça n'est pas d'actualité. D'autre part, il y a des efforts à faire pour que chacun se comprenne. Il n'y a pas dans le monde les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Parce que des deux côtés, il y a effectivement des attitudes qui sont parfaitement condamnables. Donc si on ne fait pas un minimum d'efforts pour dire bon, mais il y a moyen de s'entendre pour éviter et faire tomber cette pression, parce que si Vladimir Poutine met en pratique ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire éventuellement d'être prêt à envahir les deux républiques de Luhansk et de Donetsk, les républiques du Donbass, s'il le fait, effectivement, c'est un pas de plus vers un conflit où on ne peut pas savoir où il s'arrête. Avant d'aller prendre la direction du Donbass, justement, retrouver notre reporter, peut-être votre réaction, Pierre Laurin. Je vous voyais réagir aux propos que vous avez entendus, notamment sur la question de l'invasion de cette région. Pas exclusivement. En fait, bon, les troupes soviétiques, cela fait 30 ans qu'elles n'existent plus. Ça, c'est un fait. Ne pratiquons pas l'anachronisme. D'un autre côté, effectivement, il y a une violation éventuelle du droit international, mais du même ordre que celle que les Occidentaux ont commis en reconnaissant l'indépendance du Kosovo, qui était une province d'un État souverain qui était la Serbie. Et ça, ce n'était pas il y a tellement longtemps, c'était en 2008. Donc, je crois qu'il y a un précédent occidental qui fait que la décision de Vladimir Poutine aujourd'hui peut, d'une certaine manière, se comprendre. Et ensuite, en ce qui concerne l'invasion, il n'y a pas de risque pour le moment, en tout cas, d'invasion des républiques de Donetsk et de Lugansk, tout simplement parce que s'il y a un accord de défense, ce ne serait jamais une invasion. Je crois que ce que pourraient faire les Russes s'il y avait une attaque contre ces deux républiques, ce serait plutôt de pratiquer la même tactique qu'en Syrie, c'est-à-dire des opérations aériennes et des opérations de missiles contre les unités ukrainiennes qui éventuellement attaqueraient
Mais tant que les Ukrainiens n'attaquent pas, il n'y a pas de raison de créer une invasion. Continue d'échanger sur cette décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques auto-proclamées de la région du Donbass. Nous a rejoint François Chauvency, général de brigade, expert en géostratégie. François Chauvency, merci d'être avec nous. On a entendu la situation militaire sur place dans la région du Donbass. À quoi s'attendre dans les prochaines heures après cette décision de Vladimir Poutine d'un point de vue militaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements? Personnellement, je n'y crois pas trop. J'ai simplement entendu tout à l'heure que le président ukrainien décrétait la loi martiale, ce qui veut dire qu'il mobilise ses troupes. Maintenant, est-ce que l'Ukraine va tenter de récupérer par la force ces régions sécessionnistes du Donbass? C'est une possibilité. Je pense que la stratégie militaire de Poutine est très claire. Il ne lancera pas ses troupes sur une partie de l'Ukraine, puisqu'il y a des républiques indépendantes, ce qu'ont dit vos différents intervenants. Maintenant, si l'Ukraine intervenait militairement, il y aurait un appel d'aide à la Russie qui serait tout à fait amené à intervenir. Donc je crois que c'est un peu ça l'équation maintenant de la suite à donner à cet événement. François Poulet-Matisse, Emmanuel Macron, lui aussi qui va convoquer un conseil de défense ce soir. Quelle posture de la diplomatie française, à quelle posture on peut s'attendre? Alors, je crois qu'il faut comprendre que pour la France, qui d'ailleurs agit en concertation étroite avec l'Allemagne, la France veut se situer un petit peu, pas en arbitre, mais en modérateur dans cette crise qui est en train de monter en puissance. D'où effectivement les démarches que dont vous avez fait état à Moscou de Emmanuel Macron qui a rencontré Vladimir Poutine. Il s'agissait non pas effectivement de faire encore monter la tension pour opposer les uns par les autres, mais essayer de trouver un moyen pour faire baisser cette tension. Et sur ce terrain, je pense qu'au sein de l'Alliance Atlantique, et ça c'est important de le comprendre, au sein de l'Alliance Atlantique, je dirais qu'il y a deux camps. Il y a le camp Amérique plus Royaume-Uni, qui est un camp peut-être un petit peu jusqu'au-boutiste, un petit peu qui dramatise. Et puis il y a un camp qui est important, parce que c'est celui de l'Union européenne, de fait, c'est Emmanuel Macron et le chancelier allemand qui cherchent par tous les moyens à persuader Vladimir Poutine que l'Europe, l'Union européenne n'a pas de sentiment hostile vis-à-vis de la Russie et donc cherche par tous les moyens à trouver une solution. Encore une fois, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas d'actualité. Et même si l'Ukraine la demande ou la réclame, actuellement, elle est impossible, tout simplement. Alors justement, pour en savoir un peu plus sur la posture de la France ce soir, on va prendre la direction de l'Élysée. On va retrouver notre reporter Katia Peknik. Katia, bonsoir. Alors où en sont les discussions avec la France ? Eh bien, écoutez, pour le moment, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint à 19h pour évoquer la crise en Ukraine et bien sûr préparer une réaction à cette reconnaissance attendue de l'indépendance des deux territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk. C'est une annonce d'importance qui avait été communiquée en amont. Emmanuel Macron et également à Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors les deux dirigeants ont exprimé une déception, mais ils ont dit qu'ils voudraient maintenir les tractations diplomatiques. Alors nous étions jusqu'ici dans d'intenses négociations diplomatiques mais qui n'ont rien donné. Invariablement, chaque partie s'est félicitée de poursuivre le dialogue et a souhaité que les discussions aboutissent. Mais jusqu'à quand? Eh bien, Emmanuel Macron a encore eu 3 discussions téléphoniques avec Vladimir Poutine depuis hier. Mais cette reconnaissance aura bien sûr des répercussions. Alors par exemple, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et Lugansk constituerait une rupture unilatérale des accords de Minsk, les fameux accords dont le président Vladimir Poutine demande qu'ils soient respectés à la lettre. Et concernant les négociations, jusqu'à aujourd'hui encore, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a communiqué avec son homologue Sergueï Lavrov. Il a invité le ministre russe à Paris vendredi pour évoquer la crise ukrainienne, une discussion qui était d'ailleurs conditionnée à
à la non-intervention armée de la Russie en Ukraine. Enfin, toutes ces prévisions, évidemment, ont été envisagées avant ces déclarations de Vladimir Poutine. Donc, elles vont bien sûr rejeter les dés. On attend les commentaires officiels pour le moment, notamment de la présidence française, mais plutôt le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait promis un paquet de sanctions si le président russe reconnaissait les républiques autoproclamées du Donbass, des sanctions auxquelles s'attend Vladimir Poutine, qui les a évoquées durant son allocution. Mais pour le moment, bien sûr, on ne peut pas encore évaluer tous les remous de cette reconnaissance vis-à-vis des efforts diplomatiques menés de part et d'autre. Merci beaucoup, Katia, pour toutes ces précisions. Katia Peknik en direct devant l'Elysée. Pierre Bellorin, je me tourne vers vous. Les accords de Minsk, au cœur de la résolution de ce dossier ukrainien, en tout cas il y a encore quelques jours, c'était la volonté d'Emmanuel Macron, volonté partagée également par Vladimir Poutine. Pourquoi finalement l'Ukraine rechignait, si j'ose dire, à la mise en œuvre de ces accords de Minsk? Ce n'est pas que l'Ukraine rechignait, c'est que l'Ukraine a refusé l'application des accords de Minsk. En essayant d'élargir le groupe compétent pour mettre en place l'application des accords, c'est-à-dire le format Normandie, qui comprend la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, en essayant de le remplacer par un format plus large dans lequel pourraient entrer ses alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Pologne. Et ça, pour la Russie, c'est inacceptable. Pendant 7 ans, la Russie s'est abstenue de reconnaître non pas l'indépendance, mais la souveraineté des 2 républiques, simplement parce qu'elle considérait que les accords de Minsk devant être appliqués, les 2 républiques faisaient partie de l'Ukraine. Tout ce qu'elle demandait, c'était l'autonomie. Et en 2014, lorsque ces 2 républiques réclamaient l'indépendance, voire le rattachement à la Russie a refusé en disant non, 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 vous aurez l'autonomie. Et l'autonomie était prévue par les accords de Minsk II, qui datent aujourd'hui de 7 ans. Ils ont été signés le 15 février 2015. Et là, l'Ukraine a sans cesse temporisé jusqu'au moment où, dernièrement, elle refuse carrément de les appliquer. Et c'est ce qu'a dit le président Zelensky au président Macron lorsque ce dernier est allé à Kiev pour le rencontrer, après avoir rencontré le président Vladimir Poutine. Et ils avaient établi une sorte de plan pour sortir de la crise qui dépendait justement de l'application des accords de Minsk par l'Ukraine. À partir du moment où l'Ukraine a refusé et où effectivement elle parle de s'armer, de continuer de s'armer, voire d'acquérir une capacité nucléaire, il est très clair que les accords de Minsk sont enterrés. Et ce n'est pas Vladimir Poutine qui les a enterrés, c'est Volodymyr Zelensky. François Poulet-Matisse, vous vouliez réagir aux propos que vous veniez d'entendre. Oui, je pense que dès le moment où on proclame l'indépendance de 2 États qui manifestement ne sont pas en situation de réclamer cette indépendance, eh bien, effectivement, on se met comme acteur principal, effectivement, de cette aggravation de la crise. Et donc, la responsabilité, je pense que c'est celle de Vladimir Poutine, qui a pris un risque. Il a pris un risque en dépassant le droit international et finalement en faisant ce que j'appellerais un coup de force, en disant finalement ces 2 républiques vont revenir à la Russie. Parce que soyons clair, il ne faut pas tergiverser. Regardons ce qui s'est passé en Crimée. Ces 2 républiques qui sont à majorité russophone, ces 2 républiques réclameront immanquablement dans les mois qui viennent leur appartenance à la Russie, et donc il faut s'y attendre. Et donc il ne faut pas être naïf là-dessus. Je crois simplement que Vladimir Poutine a fait le coup de force, sachant qu'effectivement il ne pouvait plus compter sur les accords de Minsk, qui n'étaient pas effectivement, comme l'a dit votre interlocuteur, qui n'étaient pas respectés par la partie ukrainienne. Et bien dès ce moment-là, Poutine a dit j'ai les mains libres, effectivement, pour j'allais dire mettre la main, l'expression est un peu vulgaire, mais pour finalement permettre à ces 2 entités russophones, effectivement, de se séparer de l'Ukraine. En tout cas, les réactions à l'international se multiplient après cette décision de Moscou. Joe Biden doit aussi tenir une réunion exceptionnelle dans les heures qui viennent. Pour en savoir plus, justement, on va prendre la direction de Washington. On va retrouver notre reporter Thomas Bonnet.
Thomas, bonsoir. Alors, quels sont les derniers éléments côté américain sur la situation en Ukraine ? Eh bien, toujours aucune réaction du côté de Washington pour le moment à cette allocution de Vladimir Poutine. La seule information qui nous est parvenue, c'est que l'on sait que le président ukrainien s'est entretenu avec Joe Biden il y a quelques instants. Ce sont les seules informations que l'on a pour l'instant du côté de Washington. Évidemment, la Maison-Blanche devrait réagir, surtout qu'il a été fait mention à de nombreuses reprises au cours de cette allocution des États-Unis. On attend donc un communiqué, voire même une prise de parole de la part de Joe Biden ou de ses équipes. On sait que le président américain suit la situation de très près. Il a bousculé son agenda pendant tout le week-end. Il a encore une fois convoqué une réunion de son équipe de sécurité nationale ce lundi avec notamment Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ou encore le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin était également présent, le chef d'état-major des armées aux États-Unis. Évidemment, tout cela fait suite aussi à une évolution dans le discours de Joe Biden. Je vous rappelle que vendredi, le président américain avait pris la parole pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours sur le dossier ukrainien, avec une évolution notable, le président américain qui se dit désormais convaincu que Vladimir Poutine a pris sa décision et que cette décision serait celle d'envahir l'Ukraine. On verra maintenant quelle est la réaction de Joe Biden au discours de Vladimir Poutine et s'il se poursuit dans cette rhétorique alarmiste concernant l'Ukraine. Je vous propose en tout cas d'écouter Anthony Blinken qui lui était en tournée médiatique au cours du week-end. Il parle également d'une attaque imminente. Écoutez. Tout ce que nous voyons nous indique que la décision d'envahir, prise par le président Poutine, selon nous, va de l'avant. Nous l'avons vu avec les provocations créées par les Russes ou les forces séparatistes au cours du week-end. Ce matin, nous avons appris que les exercices, entre guillemets, auxquels la Russie a participé au Bélarus avec 30 000 soldats russes et qui devaient se terminer ce week-end, vont se poursuivre en raison des tensions dans l'est de l'Ukraine. Des tensions créées par la Russie et les forces séparatistes qu'elle soutient là-bas. Et puis l'autre question qui agite les débats aux États-Unis, c'est évidemment l'éventualité de ce sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Alors hier, la Maison-Blanche disait que le président américain était d'accord sur le principe, mais à une condition, que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. Est-ce que cette allocution de Vladimir Poutine change la donne? On verra. De toute façon, il faut bien dire que l'hypothèse d'une rencontre entre les deux présidents a été pondérée ces dernières heures par des représentants américains tels que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui affirmait que d'ici quelques heures ou quelques jours, la Russie allait lancer une attaque de grande ampleur et qu'elle serait, je cite, extrêmement violente. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet en direct de Washington. Et nous a rejoint sur ce plateau Guy Métan, journaliste et député au Grand Conseil de Genève. Guy Métan, bonsoir. C'est justement à Genève, vendredi prochain, que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, doit rencontrer son homologue américain, Anthony Blinken. Dans ces conditions, la rencontre, elle va encore tenir. Le dialogue diplomatique continue ce soir ? Bon, j'ai l'impression que cette rencontre risque de tomber à l'eau maintenant, parce qu'effectivement, avec la décision qui a été prise aujourd'hui, les Occidentaux vont réagir, comme ça a été dit d'abord par un nouveau train de sanctions, parce que comme ils n'ont aucune imagination et que la seule chose qu'on sait faire en Occident quand on veut négocier, c'est de prendre des sanctions à l'encontre de la partie adverse, je pense que ça va continuer. Ça, c'est la première chose. Deux, effectivement, on a ce soir le constat qui s'impose, c'est au fond l'échec de la médiation européenne, parce que maintenant, ça fait plus de 10 jours, 15 jours que soit le président Macron, soit Olaf Scholz, soit d'autres se sont investis dans la gestion de cette crise comme médiateurs pour essayer de lui trouver une solution, et notamment en régénérant les accords de Minsk. Les accords de Minsk sont morts parce que les Européens n'ont pas réussi, au fond, à convaincre le président Zelensky de mettre en œuvre ces accords. Donc, ce qui explique d'ailleurs la réaction russe ce soir en signant ce nouveau traité d'amitié avec les deux républiques. J'ai l'impression quand même que les négociations vont caler, si vous me permettez cette expression. Je ne vois pas comment un sommet entre le président Poutine et Biden pourrait avoir lieu dans ces conditions. La rencontre entre M. Lavrov et Blinken peut-être reste encore possible, mais j'ai les plus sérieux doutes.
François Chauvency, cette décision de reconnaître les républiques autoproclamées du Donbass, finalement, elle était envisageable, elle était inévitable? Pour ma part, je pense qu'elle était inévitable. 7 ans de crise, je dirais, militaire, sans réponse positive à la sortie de crise, sans vouloir soutenir la position russe, il y a un moment où ça suffit. Et je crois que l'échec des échanges qui ont eu lieu depuis des années, finalement aussi la faiblesse de l'Occident, qui allait s'opposer militairement à 150 000 hommes massés dans la région. L'Europe ne veut pas se battre. Qu'est-ce qu'a fait Poutine? Il a estimé les faiblesses de l'Europe, il a estimé qu'il est temps de sortir de la crise, il a mis les éléments en avant, ils ne sont pas que militaires, ils sont aussi énergétiques, en partie. C'est-à-dire que nous n'avons que des faiblesses en Occident face à la volonté russe, et il a profité de l'occasion pour effectivement imposer sa volonté en proposant finalement l'indépendance de ces 2 provinces. Et je trouve que c'est stratégiquement très bien pensé, d'autant que ça fait maintenant depuis avril 2021, pratiquement 8 mois, 9 mois que les troupes russes s'entraînent à l'offensive. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, Poutine a gagné sur toute la ligne. Pierre Laurent, vous vouliez réagir? Oui, effectivement. On parle de l'Union européenne, mais en fait, il y a une division au sein même de l'Union européenne et au sein même de l'OTAN entre une partie qui est très américaine, très proche des États-Unis, et une autre partie qui est beaucoup plus modérée. La France et l'Allemagne sont relativement modérées sur ce dossier. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, lorsqu'il recevait le président Macron, et ses conversations téléphoniques avec Macron étaient relativement positives, c'est-à-dire qu'il allait dans le sens de Macron en lui permettant d'une certaine manière de jouer les médiateurs. Et c'est la partie américaine et ukrainienne qui ont refusé cette médiation de Macron avec des attitudes très hostiles, très peu. Bon, lorsque effectivement le président Macron est allé à Kiev, c'était vraiment une gifle qu'il a reçue. Ce n'était pas, même si la conférence de presse était très gentille après, mais ils n'ont pas parlé de l'essentiel. Et puis surtout, ils n'ont pas parlé des accords de Minsk. À ce moment-là, les accords de Minsk étaient enterrés. François Poulet-Matisse, il y a effectivement cette division aujourd'hui, vous la voyez, vous la constatez au sein de l'Union européenne sur cette question du dossier ukrainien? Oui, il y a une division, je dirais même il y a 3 parties. Il y a la partie anglo-saxonne qui, elle, effectivement, est très remontée et qui est quelque part, est resté un petit peu dans des souvenirs de la guerre froide, de l'ennemi traditionnel. Et puis il y a la France et l'Allemagne qui, je le rappelle, sont essentiels pour la cohésion de l'Union européenne dans son ensemble. C'est eux qui animent. Et puis je dirais, il y a une 3e partie qui est un petit peu particulière, qui est différente, elle. Ce sont les anciens pays satellites de l'Est, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Tous ces pays-là, effectivement, ont une attitude très favorable à l'OTAN, mais en même temps sont conscients que là, leur risque, leur sécurité, la perception de leur sécurité est quelque chose d'essentiel. Or, leur sécurité, pour eux, leur ennemi, quelque part, il est côté russe. Il est encore resté de ce côté-là. Donc, ces 3 parties dans la cohésion européenne, il faut les prendre en compte. Ce que n'a peut-être pas fait Vladimir Poutine dans sa compréhension, en commençant au départ à considérer que lui seul pouvait parler avec un grand, c'est-à-dire l'Amérique, et en oubliant simplement un acteur essentiel qui est l'Europe. Je rappelle que l'Europe, c'est l'Union européenne, et sans l'Union européenne, la Russie n'est pas grand-chose. Je rappelle que le produit intérieur brut de la Russie, c'est à peu près équivalent à celui de l'Espagne. Donc la puissance économique, c'est bien l'Europe. Et peut-être qu'il l'a sous-estimé au départ, et donc il faudra peut-être à l'avenir voir comment les choses vont se raccommoder. Mais il est évident que Poutine ne peut pas se passer de l'Europe. Et donc il faudra qu'il l'écoute davantage. Guy Mettan, c'est environ 800 000 Russes qui vivent sur les 2 territoires, les 2 républiques autoproclamées. Cette reconnaissance, finalement, elle était attendue dans cette région. Bah oui, elle était espérée, comme on l'a dit, depuis de longues années. On ne va pas refaire tout l'historique, effectivement, de ce qui s'est passé depuis 7 ans. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'OTAN. Effectivement, au sein de l'OTAN, il y a quelques nuances entre les uns les autres et
effectivement, on peut considérer que l'Allemagne et la France jouent un rôle plus modéré. Mais si on regarde ce qui se passe d'un tout petit peu plus loin, si on regarde par exemple juste ce qui s'est dit ce week-end à la conférence de la sécurité à Munich, tout le monde, tous les Européens, à commencer par les Anglais, mais ce n'est pas une surprise, mais l'ensemble des Européens a redoublé d'agressivité anti-russe pendant cette conférence de Munich. Les Français, comme bon, M. Macron n'était pas là, mais M. Scholz, par exemple, a été d'une agressivité incroyable par rapport à la Russie. Donc, on ne peut pas en même temps vouloir jouer les médiateurs ou prétendre jouer les médiateurs dans le format Normandie et puis se rendre à la conférence de Munich et déployer une agressivité énorme contre la partie avec laquelle on est censé jouer les médiateurs. Donc là, il y a une contradiction qui n'a pas été résolue par les Européens et qui fait que les Russes, Moscou, a perdu toute confiance dans le rôle possible des Européens. Parce qu'ils paraissent prendre un peu de distance et puis au dernier moment, quand il faut décider, ils se rallient toujours à la position la plus maximaliste, la plus pro-américaine, la plus extrémiste anti-russe. Ce n'est pas comme ça qu'on joue les médiateurs et qu'on négocie. Encore peut-être une remarque sur la force de l'économie russe. J'entends depuis des années que la Russie est une puissance économique négligeable, qu'elle aurait un produit intérieur brut, national brut égal à celui de l'Espagne. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous lisez l'article qui est apparu au début de cette année dans la revue américaine Foreign Affairs, qui est la Bible, au fond, on va dire, de l'impérialisme états-unien, de la politique étrangère états-unienne, eh bien, dans un de ces articles, au début de cette année, donc il y a un mois à peine, que disait-on? On disait, attention, donc professeur américain qui écrivait ça en disant, prenons garde, la Russie n'est pas cette sous-puissance économique qu'on veut bien dire, c'est la 6e puissance économique mondiale, donc juste après États-Unis, Chine, France, Allemagne, voilà, 6e puissance économique mondiale. Ça n'est pas complètement négligeable, parce que si on calcule en termes de parité de pouvoir d'achat, on voit que cette économie russe est bien plus forte, entre guillemets, que ce qu'on dit. D'autre part, elle s'est préparée, elle est assise sur 650 milliards de dollars de réserves, ça n'est pas rien. Elle a diminué sa dépendance par rapport au dollar, elle a augmenté son commerce de façon incroyable en quelques années avec la Chine, avec d'autres pays. Elle est devenue la première puissance exportatrice agricole en termes de blé, d'exportation de blé. Donc, je pense qu'on aurait tort de continuer à considérer la Russie comme une puissance économique de 3e zone. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération, surtout que dans le jeu russe, l'Europe, qui a déçu depuis 20 ans, pour toutes sortes de raisons que je viens aussi d'exposer, eh bien, fait que la Russie se tourne vers d'autres régions du monde. Elle se tourne vers l'Afrique, elle se tourne vers le Moyen-Orient, elle commerce avec l'Algérie, avec l'Égypte notamment, avec le Pakistan et bien entendu avec la Chine et également l'Inde. C'est ça que la Russie a en tête. Et pour elle, ce conflit ukrainien qui occupe maintenant le devant de la scène, c'est évidemment important parce que c'est un peuple frère, c'est le berceau culturel, le berceau religieux de la Russie, en tout cas vu du côté de Moscou, mais ça n'est pas forcément le point de concentration de tout l'effort russe et de toute la politique russe en ce moment. Je pense qu'elle est beaucoup plus diversifiée que ça. Pierre Laurin, l'OTAN qui condamne ce soir la décision de Moscou. On a entendu d'ailleurs Vladimir Poutine lors de son discours expliquer que finalement toute cette pression occidentale des États-Unis, de l'OTAN, c'était finalement pour des histoires économiques, pour que la Russie, pour contrer l'expansion russe finalement. Oui, je crois qu'il y a 2 points. Le premier point, c'est effectivement l'OTAN a réagi évidemment d'une seule voix, c'est l'OTAN. Les pays qui composent l'OTAN ont chacun une politique extérieure différente. Et c'est là la différence, c'est-à-dire que les déclarations lors de la conférence de Munich, c'est
une reconnaissance de l'appartenance à l'OTAN. En revanche, les voyages de M. Macron ou de M. Scholz sont, eux, la caractéristique de leur politique extérieure respective. Et d'ailleurs, la Russie ne s'y trompe pas. Lorsque le président Macron est allé en Russie, c'était en tant que membre du format Normandie. Ce n'était pas en tant que représentant de l'OTAN et pas en tant que représentant ou d'interlocuteur parlant au nom des États-Unis. Et ça, la partie russe l'a bien établi. Un autre point sur l'économie, actuellement, les échanges économiques avec l'Europe sont importants, certes, mais ils ont été taillés d'une manière considérable à cause des sanctions qui touchent des secteurs indispensables. Et la Russie est parvenue, malgré les sanctions, à développer son économie. C'est aujourd'hui elle qui fournit, en particulier en énergie. Donc, la dépendance n'est pas exclusivement la Russie dépend de l'Europe. Non, non, on dépend l'un de l'autre. Et autant l'Europe peut être considérée comme un partenaire économique important, en revanche, c'est un nain du point de vue diplomatique et politique, parce qu'il n'y a pas de vision commune de l'Union européenne. Chaque pays va dans son sens, y compris dans les anciens pays du bloc soviétique. Il y a une différence marquante entre la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, et d'un côté, et la Pologne et les États baltes de l'autre. Donc, pour la Russie, c'est très difficile de traiter avec l'Union européenne, et c'est pour ça d'ailleurs que la Russie préfère traiter avec les États. Il nous reste très peu de temps. Je vais me tourner vers le militaire, vers vous, Général François Chauvency. Donc l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, condamne la décision ce soir de la Russie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une intensification militaire dans les jours qui viennent ? Non, moi je verrais bien une mobilisation importante du côté de l'Ukraine, car elle ne peut pas laisser passer. Une partie de son territoire sera amputée d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous qu'un État souverain puisse l'accepter ? Maintenant, est-ce que l'Ukraine a les capacités de, entre guillemets, reprendre le territoire perdu ? Personne n'y croit, malgré toutes les aides militaires accordées par les États-Unis depuis 7 ans, 2 milliards de dollars, ne l'oublions pas quand même, malgré les conseillers militaires. Est-ce que l'Ukraine est capable de reprendre ce territoire perdu ? On le sait bien, et si Poutine agit maintenant, c'est qu'il sait, et je crois que le ministre Lavrov ou le ministre de la Défense russe l'avait prévenu, attention, dans quelques années, l'Ukraine sera en mesure finalement d'être forte. Or, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas forte avec son armée, donc je ne pense pas que ça évolue beaucoup. Et je dirais que s'il n'y a pas de provocation militaire, je ne vois pas pourquoi, mais je m'engage, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un conflit en tant que tel. Je pense qu'on va arriver vers une situation un peu gelée, mais finalement avec un rétablissement d'une certaine réalité géopolitique du rapport de force, des républiques indépendantes, soutenues éventuellement par une armée puissante qui est celle de la Russie, et une armée ukrainienne pas capable de reprendre le territoire perdu. Et je pense qu'on va en rester là. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation ce soir pour décrypter cette annonce ce soir, la reconnaissance des républiques autoproclamées de la région du Donbass par la Russie, par Vladimir Poutine. 1 heure de discours en direct que vous avez pu suivre sur RT France. Merci à vous, Pierre Laurin, journaliste, spécialiste de la Russie. Merci à vous, François Poulet-Matisse, spécialiste des institutions européennes. Merci François Chauvency, général de brigade, expert en géostratégie. Merci Guy Métan, journaliste et député au Grand Conseil de Genève. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain, dès 20h. D'ici là, n'oubliez pas de réagir, de commenter et de poser vos questions sur le Telegram d'RT France. Prochain point sur l'actualité, ce sera dans une trentaine de minutes en compagnie de Pierre Pissavi-Verneau. Bonne soirée sur RT France.